J'ai ruiné mon beau-père avec une seule signature. La sienne, pas la mienne. Il pensait avoir orchestré le coup du siècle en épousant ma mère mourante. Il a seulement accéléré sa propre chute. Ma mère est morte il y a une semaine. Il croyait hériter de tout. L'appartement avenue Montaigne, les comptes, la vie qui allait avec. Il avait tort. Charles-Édouard se tenait dans le grand salon. Son arrogance remplissait l'espace. Pour lui, j'étais un simple obstacle, un vestige de son passé par alliance, un détail à effacer. Il m'a tendu une valise vide et poussiéreuse. « Tu n'as plus rien à faire ici », a-t-il sifflé. Sa voix était pleine d'un mépris triomphant. Il se voyait déjà maître des lieux. Ce fut le moment précis, le point de rupture clinique. Toute illusion d'un lien familial s'est évaporée. Son regard ne contenait aucune peine, seulement de la cupidité. J'ai compris que la loyauté était une monnaie qu'il n'avait jamais possédée. Je ne voyais plus un beau-père. Je voyais un adversaire financier dont j'avais anticipé chaque mouvement. J'ai pris la valise sans un mot. Il a confondu mon silence avec de la soumission. C'était une déclaration de guerre. Les semaines suivantes furent une étude de cas, un audit silencieux de leur cupidité. Charles, Édouard et ses enfants, Tristan et Amandine, ont colonisé l'appartement. Ils ne marchaient plus sur la pointe des pieds. Ils possédaient les lieux. Leurs voix résonnaient dans les couloirs. Leurs amis buvaient mon champagne. Je n'étais qu'un fantôme fonctionnel, une administratrice temporaire de leur nouvelle fortune. Chaque objet déplacé, chaque facture qu'ils ignoraient, chaque remarque condescendante, tout était une donnée. Je n'éprouvais aucune colère. Je compilais un dossier. Mon silence était leur encouragement. Ils organisaient des dîners, utilisant la vaisselle de ma mère, racontant à leurs invités leurs grands projets. J'étais présente, mais invisible. Mon visage était neutre. Mon sourire était une arme de dissimulation massive. Ils me voyaient comme une employée de maison un peu trop familière. Un soir, Tristan a eu l'audace de me demander les clés de la Jaguar. Il avait un rendez-vous. Il n'a pas demandé, il a exigé. J'ai tendu les clés, le regard vide. Il a ri, il a vu une proie facile. J'ai vu un passif financier ambulant. Chaque jour, ils creusaient leur propre tombe. Je ne faisais que leur tendre l'appel. Puis vint le sommet de leur arrogance. Tristan, le fils prodige, avait accumulé des dettes de jeu, des sommes colossales. L'honneur de la famille était en jeu, selon Charles-Édouard. Il m'a convoqué dans le bureau, un espace qu'il s'était déjà approprié. Il avait l'air grave, mais ses yeux brillaient d'une certitude absolue. Il parlait de sacrifice, d'unité familiale, des concepts qu'il n'avait jamais appliqués. Il pensait que j'étais entièrement sous son contrôle. « Adrienne, a-t-il commencé avec une fausse solennité, Tristan a besoin de nous. J'ai besoin que tu vendes la villa de Saint-Tropez. » Il a dit cela simplement, comme on demande de passer le sel. La villa était à moi, un legs direct de mon grand-père, un bien qui n'avait jamais appartenu à ma mère. C'était mon sanctuaire, mon histoire, mon capital. Il voulait que je liquide mon passé pour assurer leur futur. Il n'a même pas envisagé un refus. Pour lui, mes actifs étaient simplement une extension des siens, une réserve dans laquelle puiser. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve finale, irréfutable, de leur pathologie. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Chaque témoignage renforce ma position. J'ai refusé poliment. Le choc sur le visage de Charles-Édouard fut imperceptible pour un œil non averti. Pour moi, c'était un séisme. Il n'avait jamais, en une décennie, envisagé que ma volonté puisse exister indépendamment de la sienne. Il a tenté de masquer sa surprise par un rire condescendant. « Ne sois pas ridicule, Adrienne, c'est pour la famille. » Il a prononcé le mot « famille » comme un ordre, une chaîne. Ils ont passé le reste de la soirée à célébrer la vente future. Ils trinquaient à leur solidité financière, à leur avenir radieux bâti sur mes fondations. Pendant ce temps, je n'étais pas dans ma chambre. J'étais dans le petit bureau de ma mère, un sanctuaire de boiseries sombres qu'il n'avait pas encore profané. L'air y était froid, imprégné d'une odeur de vieux papier et de cire. Sur la table en acajou, il n'y avait pas de photos, pas de souvenirs. Il y avait des piles de documents, des contrats, des relevés bancaires, des actes notariés.
Chaque papier était un fil et je tenais la pelote entière. Mon souffle formait une buée légère dans la pièce. Je n'avais pas froid. J'étais concentrée. Ce n'était plus une question d'humiliation ou de tolérance. C'était une analyse de risque. Ils étaient un passif toxique, une dette morale et financière qui menaçait l'intégralité de mon patrimoine. L'héritage de ma mère n'était pas l'appartement ou l'argent. C'était cette stratégie. Elle avait signé l'acte de démembrement il y a 10 ans, non par peur, mais par clairvoyance. Elle m'avait regardé et dit « L'intelligence est la seule armure qui ne rouille jamais ». Ce soir-là, je polissais mon armure. Chaque clause était une plaque d'acier. Chaque signature était un verrou. Leurs rires se montaient de l'étage inférieur, un bruit de fond lointain et sans importance. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le silence du bureau était absolu, rompu seulement par le cliquetis sec de mes doigts sur le clavier. J'ai rédigé 3 courriels. Le premier à mon avocat, maître Dubois. Sujet, exécution, corps du message. Nous y sommes. Déclencher la procédure. Le second à l'agence de sécurité privée. Sujet, intervention. Corps du message. Demain, 9 heures en précise. Discrétion maximale. Le troisième, un simple virement. Une provision pour les frais à venir. J'ai pris le stylo plume de ma mère. J'ai signé l'avis formel d'expulsion. Mon écriture était ferme. Le point de non-retour n'était pas une ligne à franchir. C'était une porte en acier que je venais de sceller derrière moi. Ils ne le savaient pas encore, mais ils étaient déjà dehors, dans le froid. Le lendemain matin, le silence était différent. Ce n'était plus le silence pesant de la tolérance. C'était le calme plat qui précède l'exécution d'un ordre. Je me suis réveillée avant l'aube. Mon sommeil avait été profond, sans rêve. La certitude est un puissant sédatif. Dans le miroir, mon visage était le même. Seul mon regard avait changé. Il ne reflétait plus l'attente. Il supervisait. Je me suis habillée avec une précision mécanique. Chaque vêtement était une armure. Chaque geste était délibéré. Il dormait encore. Des intrus dans mon propre fuseau horaire. Je les ai entendus se lever, un par un. Leurs pas étaient lourds, confiants. Ils occupaient l'espace sans la moindre hésitation. Au petit déjeuner, l'air était chargé d'une ironie que j'étais la seule à percevoir. Charles-Édouard lisait Les Échos, commentant à haute voix une OP hostile. Amateurisme, a-t-il déclaré sans lever les yeux. Tristan parlait de remplacer le mobilier du salon. Il voulait quelque chose de plus contemporain. Il a utilisé ce mot comme s'il venait de l'inventer. Ils étaient des fantômes discutant de la décoration de leur propre mausolée. Je buvais mon café noir sans sucre. Je les observais par-dessus le bord de ma tasse. Chaque mot, chaque geste arrogant était une confirmation, une validation de la procédure en cours. Mon pouvoir ne résidait pas dans ce que j'allais faire. Il résidait dans ce qui était déjà fait. Il vivait sur du temps emprunté. Et la banque, c'était moi. L'arrogance est un stupéfiant. Elle rend sourd et aveugle. L'après-midi, ils ont tenu un conseil de guerre dans le grand salon. J'étais présente, convoquée pour prendre des notes. Une simple secrétaire dans ma propre maison. Charles-Édouard exposait sa vision. Il parlait de flux de trésorerie, d'investissement, de l'avenir de notre patrimoine. Le mot « notre » était une insulte. Il a dessiné des plans sur une feuille de papier, la restructuration de l'appartement, la vente de certains tableaux mineurs. Il a mentionné un gala de charité qu'Amandine voulait organiser. Ce sera la réception de l'année, a-t-elle gloussé. Il faut montrer que nous sommes de retour. Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Ils m'ont donné des ordres. Adrienne, contactez le traiteur. Adrienne, prenez rendez-vous avec le commissaire-priseur. Ma réponse était toujours la même. Un léger hochement de tête. Un bien sûr prononcé d'une voix neutre. Il confondait mon obéissance avec la défaite. C'était simplement de l'acquisition de données. Chaque demande était une nouvelle ligne dans le rapport que je préparais mentalement pour mon avocat. Ils étaient si absorbés par leur propre éclat qu'ils ne sentaient pas le sol se dérober sous leurs pieds. Ils trinquaient à leur succès futur avec mon champagne. J'ai souri, pas un vrai sourire, juste un étirement des lèvres.
Le masque de la conformité était parfaitement en place. La chute n'en serait que plus spectaculaire. Le risque était une variable calculée. Le gala de charité d'Amandine fut le premier test. L'appartement scintillait d'une fausse opulence. Des invités, un mélange de vieille fortune et d'ambition nouvelle, circulaient avec des coupes de champagne. Je me tenais en retrait, une ombre dans mon propre décor. Mon rôle était celui d'une assistante silencieuse. Charles-Édouard paradait, acceptant les condoléances avec une gravité théâtrale. Il était la star de son propre drame. Le danger a pris la forme d'un vieil ami de la famille, un notaire à la retraite. « Adrienne, ma chère, a-t-il dit, sa voix douce, mais ses yeux perçants. Votre mère était si prévoyante. Elle a dû s'assurer que vous soyez à l'abri. » Charles-Édouard se figea à proximité. Son verre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Je sentis son attention se river sur nous. Un prédateur qui a détecté une anomalie. J'ai souri au vieil homme, un sourire vide de toute émotion. Maman était sentimentale, ai-je répondu. Elle voulait que je garde la maison de mon enfance. J'ai utilisé le mot maison, pas propriété. Le vocabulaire de l'émotion, pas de la finance. Charles-Édouard s'est détendu. Son cerveau cupide ne comprenait que les chiffres. Un attachement sentimental était un concept qu'il jugeait faible, et donc inoffensif. Il a tourné les talons, déjà à la recherche d'une conversation plus rentable. J'ai expiré lentement. Le danger était passé, pour l'instant. Le quasi-flagrant est survenu 3 jours plus tard. J'étais dans le petit bureau, vérifiant une dernière fois le dossier de Maître Dubois. La porte s'est ouverte sans un bruit. C'était Tristan. Il cherchait un chargeur, disait-il. Son regard balayait la pièce, curieux, invasif. Il s'est approché de la table, ses doigts effleurant la pile de documents. Mon dossier, le cœur de l'opération. Mon pouls n'a pas accéléré. Ma formation consistait à gérer des crises, à évaluer des menaces. Il n'était qu'un risque mineur. Ne touche à rien, ai-je dit. Ma voix était plate, sans inflexion. Il a levé les yeux, surpris par le ton. Ce n'était pas la voix soumise qu'il connaissait, c'était la voix d'une autorité qu'il ne me reconnaissait pas. Ce sont les archives de maman. C'est compliqué. J'ai menti avec le calme d'un professionnel. J'ai pointé un autre tiroir. Ton chargeur doit être là-dedans. Il a hésité, son regard allant du dossier à mon visage. Il cherchait une faille, une once de peur. Il n'a rien trouvé, juste une surface lisse et impénétrable. Il a haussé les épaules, a pris un chargeur au hasard et est parti. La porte s'est refermée. J'ai ressenti une montée d'adrénaline froide. Pas de la peur, du plaisir. Le plaisir du jeu, le frisson du contrôle absolu. Chaque jour passé sous ce toit était un pas de plus vers leur annihilation. Le risque ne faisait qu'augmenter la valeur de ma victoire future. Le premier domino est tombé un mardi matin. Pas avec un bruit fracassant, mais avec le silence digital d'un mot de passe rejeté. Charles-Édouard était dans le bureau, penché sur son ordinateur, le visage illuminé par l'écran de sa banque. Il voulait initier un virement, une avance de trésorerie pour éponger une nouvelle perte de Tristan. J'observais la scène depuis l'embrasure de la porte, une tasse de thé à la main. Le premier clic fut suivi d'un froncement de sourcils. Le second d'un grognement sourd. Accès refusé. Il a tapé le mot de passe à nouveau, plus lentement cette fois, chaque touche pressée avec une frustration contenue. Connexion impossible. Veuillez contacter votre conseiller. La phrase s'affichait en rouge. Une couleur primaire, presque insultante. Ces incompétents! A-t-il sifflé entre ses dents. Il a claqué le couvercle de l'ordinateur. Le bruit sec a fait sursauter Amandine, qui passait dans le couloir. Un problème, papa? Sa voix était une note d'inquiétude feinte. La banque, leur système est en panne. J'ai fait un pas dans la pièce. Avez-vous essayé de redémarrer l'ordinateur? Ai-je demandé d'une voix neutre. Mon intervention était une lame de rasoir, déguisée en suggestion utile. Il m'a fusillé du regard. Je ne suis pas un idiot, Adrienne. Il a attrapé son téléphone, le visage congestionné par la colère. La véritable panique n'avait pas encore commencé. C'était juste le prélude. La fissure dans la glace. Il a appelé la ligne directe de son conseiller privé.
Il a attendu, tapant du pied sur le parquet. La musique d'attente était une torture synthétique. Au bout du fil, une voix anonyme lui a finalement répondu. Ses réponses étaient vagues. Changement de statut. Procédure de sécurité. Confidentialité. Chaque mot était une porte qui se fermait. Il a raccroché. Le silence dans le bureau était devenu lourd, électrique. Son regard s'est posé sur moi. La suspicion venait de naître. Le barrage a cédé 3 heures plus tard. 3 heures pendant lesquelles la suspicion de Charles-Édouard a fermenté, se transformant en une certitude empoisonnée. Il a fait le lien. Le notaire au gala. Mon calme glacial. Le mot de passe rejeté. Tout convergeait. Il m'a trouvé dans le grand salon où je classais des partitions de musique. Il n'était pas seul. Tristan et Amandine le flanquaient, comme des loups prêts à bondir. L'air était devenu irrespirable. C'est vous, a-t-il articulé, sa voix basse et menaçante. Ce n'était pas une question, c'était une condamnation. Je n'ai pas levé les yeux de ma partition. Je vous demande pardon? Ne jouez pas à ce jeu avec moi, a-t-il explosé. Le compte principal. Il est bloqué. Qu'est-ce que vous avez fait? Amandine a fondu en larmes. Des larmes de rage, pas de tristesse. Elle nous a tout pris. Je le savais. Tristan s'est avancé, sa présence physique envahissant mon espace. Vous allez nous le payer. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez déclenché. Les accusations pleuvaient, un mélange de panique brute et de haine. Je suis restée immobile. Mon calme était leur poison. Il invalidait leur fureur, la rendait impuissante. Ils avaient besoin de ma peur pour se sentir forts. Je ne leur ai rien donné. J'ai lentement fermé le livret de partition. Je me suis levée, leur faisant face pour la première fois. Vos accusations sont graves, ai-je dit, ma voix tranchante comme du verre. Et surtout, elles sont désespérées. Alors que Charles-Édouard ouvrait la bouche pour hurler, la sonnette a retenti. Un son clair, bref, impérieux. Il a transpercé la tension comme une balle. Tous les regards se sont tournés vers la porte d'entrée. Un sourire presque imperceptible a effleuré mes lèvres. « N'ouvrez pas, ai-je dit calmement. C'est pour moi. Derrière moi, le chaos n'est plus une menace. C'est une bande-son. J'ai ouvert la porte moi-même. Maître Dubois est entré, un spectre en costume sombre. Derrière lui, 2 hommes, des murs de silence et de muscles. Leur présence a aspiré tout l'oxygène de la pièce. Ils n'ont pas regardé Charles-Édouard. Ils ont simplement existé, une force inamovible. Le regard de mon beau-père a ricoché sur eux avant de revenir se planter dans le mien. Il cherchait une explication. Il a trouvé un point final. Maître Dubois a posé sa serviette en cuir sur la table basse. Il en a sorti un unique document, l'acte de pleine propriété consolidé. Il l'a tendu à Charles-Édouard. L'usufruit dont bénéficiait votre défunte épouse s'est éteint, a-t-il déclaré d'une voix qui ne connaissait pas le doute. Madame Adrienne de Valois est l'unique propriétaire. Vous êtes un occupant sans droit, ni titre. Chaque mot était un clou dans son cercueil financier. Le visage de Charles-Édouard s'est décomposé. La rage a laissé place à une terreur blanche, pure. Il a compris, pas seulement l'appartement, tout, les comptes, les investissements, la vie qu'il avait volée. Leurs cris, je les entends encore. Tristan a tenté de s'approcher de moi. L'un des gardes a simplement levé la main, paume ouverte, et il s'est figé. Amandine s'est effondrée. Ses sanglots n'étaient plus de la comédie. C'était le bruit authentique d'un monde qui s'écroule. Ils ont découvert que les cartes de crédit étaient bloquées, que leurs noms avaient été retirés de chaque compte, que leur empire n'avait jamais été le leur. Ce n'était qu'un prêt, et la date d'échéance venait de tomber. Ils m'appellent sans cesse, même maintenant. Leur numéro s'affiche sur un téléphone que je ne regarde plus. Le compte bancaire, lui, est plein. Le silence dans cet appartement est la plus belle musique du monde. Qu'auriez-vous fait à ma place? Face à la meute, auriez-vous eu le courage de signer ce papier, celui qui ne détruit pas seulement leur fortune, mais leur identité même? La guerre n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Mais je suis la seule à avoir encore des munitions.